Maintenant, deuxième conférence, j'inviterai M. Jean Larose à se présenter à l'avant. Avez-vous un casque micro? Avez-vous un casque? Non, micro? C'est bon, parfait. Donc, la conférence Inflation foncière, comprendre les causes, agir maintenant et pour l'avenir. La conférence est présentée par M. Jean Larose, qui on remercie d'ailleurs MCE Conseil qui commandite cette conférence. L'augmentation rapide du prix des terres depuis des décennies est une tendance lourde qui affecte l'agriculture de différentes façons. C'est un problème d'accès à la terre pour les projets de démarrage, un frein à la consolidation ou à l'expansion pour les entreprises qui sont déjà établies. Ça peut aussi compliquer le processus de transfert. Je pense qu'il y en a dans la salle qui le voient. C'est un phénomène qui est complexe, puis pour en analyser les causes et développer sur diverses façons dont les entreprises peuvent s'adapter à cette réalité, nous avons un invité de marque qui présente une bonne vision d'ensemble sur l'agriculture du Québec, puisqu'il a été impliqué dans plusieurs organisations. Agroéconomiste de formation, M. Larose a été conseiller en gestion agricole à la direction générale de l'UPA pendant plusieurs années, a siégé à de nombreux conseils d'administration, notamment celui de la Financière agricole du Québec et de la grande table filière agroalimentaire du Québec. Il est maintenant conseiller stratégique pour l'organisation MCE Conseil. Donc, je cède la place à M. Larose pour les 35-40 prochaines minutes. Alors, merci. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui, même très honoré aussi. Mais je dois vous avouer que j'ai un peu à chienne. C'est Geoffroy qui m'a embarqué dans ce bateau-là. C'est un ancien conseiller en gestion, fait que j'ai eu comme une espèce de coup de cœur. J'avais l'air de ça il y a 30 ans à peu près. Là. Mais à cet âge-là, il m'a parlé, bon, j'aimerais ça trouver quelqu'un pour venir me parler de l'augmentation du prix des terres. C'est bien, ça préoccupe bien du monde, puis tout ça. Fait que j'explique, oui, écoute, là, depuis quelques mois, je travaille là-dessus, là, dans différents. Je travaille avec la coalition Protecteur, puis je travaille aussi dans un projet de recherche sur les fusas. Mais je t'avertis, c'est pas simple, là. Ah, ouais, mais il dit, écoute, nous autres, on aimerait ça que tu nous fasses ça en 30 minutes, mais en plus de ça, il faudrait que tu rajoutes des solutions aussi. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, mais bon, finalement, il y avait un beau défi là-dedans. Alors, je suis rendu à un moment dans ma vie professionnelle où je me pose plus de questions que j'agis. Je comprends son empressement, ça va avec la jeunesse, là. Mais c'est sûr que le temps que j'ai préparé cette conférence-là, je me suis posé bien des questions, bien au-delà de ce que j'avais l'habitude de vivre quand j'étais dans le milieu, dans l'effervescence de mes fonctions dans le milieu agricole. Je veux vous dire aussi que chaque personne apporte dans sa... Tu sais, la neutralité, ça n'existe pas dans la vie, ça, là. On le voit pas mal là, dans ce qui se passe dans des informations des médias sociaux, mais je veux vous dire que mon parcours de vie m'a amené à une certaine lucidité là-dessus. On devient la somme de ce qu'on a vécu, à plus forte raison lorsqu'on l'a fait avec passion, puis qu'on s'est imprégné de valeurs. Moi, j'ai encore ces valeurs-là qui sont encore imprégnées en moi, comme la rigueur, le respect, l'admiration de ce métier d'agriculteur, d'agricultrice, et de la difficulté que ça comporte aussi, ce métier-là. J'ai aussi une profonde conviction dans l'approche collective, donc quand on m'a bousculé pour ces solutions-là, j'ai surtout travaillé alentour de ça parce que je ne connais pas beaucoup d'approches différentes. Je n'aurai pas une proposition qui va vous dire on va demander à un fonds privé d'acheter de la terre, ça ne pourra pas arriver, ça, là, pour moi, en tout cas. Je vous exprime seulement là, le souhait là, dans cette conférence-là qu'on ait une meilleure compréhension ensemble. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité loin de là. Donc, j'arrive avec mes perceptions, avec ma façon de voir les choses, mais j'espère juste que ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des situations, puis qu'on explore un peu quelques solutions qui ont un caractère plutôt collectif. J'aimais cette photo-là parce que je trouvais que ça ressemblait un peu
à mon collègue. Il y a six thèmes que je vais aborder avec vous autres, mais que je vais vous laisser découvrir à mesure parce que, je vous dis, il y a certaines affaires où je vais passer assez vite. C'est assez intéressant, l'historique des terres. J'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. On n'a pas beaucoup de temps. C'est important l'image, je trouvais assez intéressante aussi, quand même. Un paysan qui est au pied d'un grand château, puis qui produit pour le seigneur qui boit du vin, puis qui se nourrit sur le fruit de son labeur, et puis qui prépare la guerre. Fait que tout ce qu'il offre à ce paysan-là, c'est d'y laisser l'opportunité de manger, puis de le protéger quand il y aura une guerre. On dirait que si on fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pareil comme si ça n'a pas changé beaucoup. De ce système, c'est important de le rappeler. Moi, je pars de loin, là, mais j'essaie juste d'introduire un peu dans quel environnement, nous, l'agriculture s'est développée au Québec, puis ça nous aide à comprendre un peu toute la problématique des terres, puis finalement du prix des terres. On a hérité donc au Québec d'un système féodal, donc c'est le roi qui a nommé des seigneurs et les paysans étaient des censitaires qui, évidemment, allaient porter leurs produits aux seigneurs, etc. Vous connaissez l'histoire. Je passe vite aussi, mais c'est important de comprendre aussi que dans les autres provinces, en Ontario, puis en particulier dans l'Ouest, on n'a pas développé l'agriculture de la même façon, c'est d'autres paramètres aussi. Puis on fait des comparaisons, je vais vous en montrer tantôt, mais des fois, c'est des comparaisons qui sont différentes parce qu'on a un modèle de développement qui est différent. Le régime foncier, bien, la plus belle image que ça, c'est des rangs. Donc, on a accès aux cours d'eau, le seigneur, la distribution des terres. Et vous dire que ce système-là, malgré la conquête là, de 1759, mais formalisé par le traité de Paris en 1963, le régime seigneurial a été maintenu jusqu'en 1854. Donc, vraiment que la propriété est devenue celle d'agriculteurs, de paysans, d'agriculteurs, des gens qui ont occupé le territoire avec leur famille. Ça date officiellement dans les lois du Québec depuis 1854. Donc, on a, à partir de ce moment-là, développé une agriculture d'occupation du territoire selon un modèle de propriétaires exploitants habitants. D'ailleurs, on les appelait les habitants dans le temps aussi, les habitants canadiens-français. Ce modèle s'appuyait sur la famille qui a reçu l'appui bienveillant aussi de la religion catholique. C'est important de se rappeler que ça a été le bastion de la résistance politique et économique de la nation canadienne-française. Pendant que les Anglais s'occupaient de faire du commerce et de développer l'ouest du Canada et l'ouest de la province, on était content de voir qu'il y avait une belle stabilité de la religion des Canadiens français, mais en même temps, nous, ça a été un bastion, ça a été la protection de notre langue puis la protection de nos institutions. C'est important de se rappeler aussi que cette notion-là de ferme familiale qui occupe le territoire, ça a été inlassablement appuyé par l'État et de toutes les institutions qu'on a créées par la suite alentour de ça. En 1951, après la guerre, donc il y avait des problèmes parce qu'on avait produit beaucoup pour la guerre, pour nourrir nos concitoyens britanniques et ceux qui allaient faire la guerre. On avait un problème de surplus. Et là, il y a une commission parlementaire qui a dit « L'État doit continuer à soutenir, encourager, sauvegarder par tous les moyens l'exploitation familiale de nos fermes par leurs propriétaires. Notre province, dont le pourcentage de fermes exploitées par leurs propriétaires est le plus élevé au monde en 1951, soit 96,9 %. Et vous allez voir que c'est sûr que ces choses-là changent tranquillement, mais la propriété de la terre par des familles, il y a quelque chose d'abord qui est un attachement pour ceux qui l'occupent, mais il y a une valeur, puis il y a une richesse qui est encore reconnue par l'État, puis les grandes institutions que sont, par exemple, l'UPA, les coopératives, puis plusieurs programmes, le ministère de l'Agriculture, l'État, et donc plusieurs programmes découlent de ça. La question du patrimoine. Je fais une parenthèse, mais très, très, très rapidement. D'ailleurs, Geoffroy m'a dit, tout le monde connaît ça, la notion de patrimoine. Puis, il y avait raison. Je veux juste... il y a trois notions de patrimoine. Dans la politique encore, la politique bioalimentaire, qui est un outil très important pour le développement de l'agriculture au Québec, on parle beaucoup de la notion de patrimoine, puis
le patrimoine, il y a trois volets à ça. Il y a un patrimoine économique, ça, on en parle beaucoup. On rappelle la valeur, le nombre d'emplois, puis etc. La valeur aussi, le patrimoine de la notion d'occupation du territoire, puis la vitalité économique des régions où on pratique l'agriculture, c'est important. On parle aussi de patrimoine biologique, mais je ne pense pas qu'on accorde suffisamment d'attention à ce que ça veut dire, un patrimoine biologique. Puis vous êtes probablement plus au fait de ça, puis je pense les gens écoutent, mais ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est une ressource vivante qui est complexe, qui est non renouvelable. La notion de non renouvelable, et je pense que c'est pas toujours bien perçu, là, mais on travaille avec un sol, là, les terres agricoles, les meilleures terres agricoles du Québec, presque toutes les terres agricoles du Québec, sont le fond de la mer Champlain. C'est 10 000 ans là, de création, là, 10 000 ans de travail, 10 000 ans d'action de toutes sortes d'affaires. Puis, ça n'empêche pas un conseil des ministres de passer un décret pour dézoner 240 hectares pour construire là, je fais un éditorial. 240 hectares pour construire un entrepôt Amazon. Puis, ils ne font pas ça pour mal faire, mais je pense qu'on aurait intérêt à revaloriser davantage ou à rappeler davantage ce que ça veut dire vraiment la notion de patrimoine biologique. Qu'est-ce qui nous distingue? Je suis parti tantôt, on parlait de l'agriculture du Québec, sur quoi on a construit, sur quoi on a développé l'agriculture, comment c'est parti. Ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est la propriété des terres. 83% de cette propriété-là, c'est la propriété d'agriculteurs, alors qu'on observe 72% en Ontario puis à 62% dans les prairies. C'est une caractéristique. Plus de 85% des terres dans 12 des 17 régions du Québec sont la propriété d'agriculteurs. Au Québec, on a moins de fermes de groupe, malgré que les fermes de groupe sont en croissance. Il y a une faible présence des fonds d'investissement. Je vais revenir tantôt là-dessus parce qu'on entend souvent dire, oui, c'est parce qu'il y a des fonds privés qui investissent puis qui font de la spéculation. On observe ça de plus en plus en Ontario, puis en particulier dans l'Ouest, beaucoup moins ou presque pas au Québec. Je vais vous en parler. C'est important de se rappeler ou d'être conscient qu'au Québec, on a un bon filet de sécurité. Je ne dis pas qu'il est suffisant, je ne dis pas qu'il est trop, mais on a un filet de sécurité qui est relativement complet, qui sécurise les investissements, mais qui favorise aussi jusqu'à un certain point l'endettement. Une autre caractéristique, puisqu'on est plus propriétaire, on est moins locataire. Donc, on est une agriculture de propriétaires. Il y a 20% des terres en culture au Québec qui sont louées, alors qu'au Canada, la moyenne, on est à 41%. D'ailleurs, ils disent, c'est quoi la proportion par province? C'est plus dans l'Ouest, moins en Ontario, puis, mais plus qu'au Québec quand même. Une autre caractéristique importante aussi, c'est la rareté. Au Québec, on est dans un environnement de rareté de terre pour toutes sortes de raisons, puis en particulier pour la raison que les terres agricoles sont alignées là, sur la vallée du Saint-Laurent et les terres sont en compétition, mais directe, avec la croissance urbaine. Ce n'est pas le cas partout au Canada, surtout pas dans l'Ouest. Il n'y a pas de grosse pression au développement urbain à Regina. Là. Mais le résultat de ça, sur ce graphique-là, sur un horizon de 70 ans, de 1951 à 2021, les superficies en culture au Canada ont augmenté de 50%. Puis c'est une courbe relativement croissante, une certaine stabilité depuis 2-3 ans dans l'Ouest, mais presque. Au Québec, c'est une diminution de 20% de superficie de terres agricoles cultivables au Québec. 20% dans l'espace de 70 ans.
Vous avez vu là, qu'il y a eu une légère augmentation. Il y a eu la loi de la protection du territoire agricole, une baisse, une légère augmentation qui a été causée en partie parce qu'on a défriché, puis on a remis des terres en culture. Il y a eu le moratoire sur les superficies cultivées et depuis ce temps-là, on est quand même à un niveau assez constant. La flambée du prix des terres est 2 fois plus élevée au Québec comparativement au restant du Canada. De 1981 à 2023, on a multiplié par 18,2 au Québec la valeur des prix des terres agricoles, alors qu'on a observé une augmentation, on a multiplié par 9,5 cette augmentation-là. Ce qui est important de se rappeler, de se souvenir, donc c'est assez percutant ça. Puis ce que ça a comme conséquence, on va y revenir tantôt, ce que ça a comme conséquence, c'est que plus le prix des terres, puis là il y a un écart qui se fait par rapport aux provinces de l'Ouest, plus cette augmentation-là se produit, plus on a un écart de plus en plus grand entre le prix de la terre et la valeur agronomique, ça veut dire l'argent qu'on peut récupérer, qu'on peut faire en achetant de la terre. Bon, j'ai trop de papier ici. Je vais essayer de schématiser ça un peu. Qu'est-ce qui cause l'augmentation du prix des terres? Il y a plein de facteurs. Puis, donc, je manque de temps pour passer tout ça. Là. Mais juste pour dire, là, d'abord, il y a une dynamique qui est mondiale. Si on parle là, de gauche à droite, il y a la demande solvable des denrées agricoles. Bon, c'est un phénomène, tout le monde, on a parlé beaucoup de ça. L'urbanisation, l'accroissement de l'urbanisation, puis la rareté du patrimoine biologique, les changements climatiques, les économies d'échelle aussi, un peu partout dans le monde, il y a des avantages à grossir les fermes et à réaliser des économies d'échelle. Puis il y a le phénomène de la spéculation. La terre ne perd jamais de valeur à peu près n'importe où dans le monde. Puis, comme on est dans un environnement un peu insécure, on dirait, hein, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver intéressant de placer une partie de leurs petits avoirs dans les terres agricoles. C'est qui le plus gros propriétaire de terres agricoles aux États-Unis? Eh oui, Bill Gates. 250 000 hectares, 250 000 acres, 100 000 hectares. On est chanceux qu'Elon Musk n'a pas de temps encore pour ça, mais probablement que ça viendra. Puis ici, ici, au bout, à droite, bien évidemment, il y a dans chacun des pays des politiques de subvention, soit pour protéger la terre ou pour atténuer ce phénomène-là. Si j'amène ça maintenant sur une espèce de dynamique qu'on pourrait observer au Québec, là, je ne dis pas que c'est le portrait de toutes les fermes, mais c'est une espèce de logique qu'on peut observer. Bon, vous avez toujours les facteurs mondiaux qui sont là partout. Au Québec, là, c'est sûr qu'on est dans un environnement depuis quelques années où les revenus ne suivent pas les coûts de production. Les revenus augmentent. Le revenu les prix des céréales ont augmenté, le prix du lait a augmenté, la majorité des denrées ont augmenté, mais ils n'ont pas augmenté aussi vite que le coût des intrants et de tous les autres facteurs de production. Ce qui fait que la marge diminue. Et là, dans une logique là, de propriétaire d'entreprises agricoles, tu t'assois et tu te dis, je vais réfléchir aux objectifs qu'on s'est donnés. On parle de qualité de vie, comment on va établir la relève, c'est quoi les potentiels qu'on pourrait développer sur la ferme, est-ce qu'on pourrait avoir des nouveaux modèles de propriété de notre ferme aussi. Puis là, ça nous amène à certaines actions, je ne dis pas toutes, là, mais certaines actions. Investir, acheter de la terre, accroître l'endettement, ça réduit l'équité des entreprises. Puis là, quand on s'endette, bien, il faut trouver une façon d'augmenter la rente, d'augmenter les liquidités de l'entreprise. C'est un choc, ça, là. Pour augmenter la rente, il faut diversifier ses revenus, il faut réduire le coût de production, et il faut avoir des économies d'échelle, puis il faut évidemment bénéficier des filets de sécurité.
Puis il y a tous les autres éléments là, pour atténuer ça. Bon, écoute, il y a la protection du territoire agricole, favoriser l'accroissement des superficies en culture. Je pense que dans le projet de loi qui s'en vient, il va y avoir un peu de ça. Il faut accroître l'accessibilité des terres. Ça, moi, j'ai une préoccupation par rapport à ça. Je vais y revenir. Puis il faut trouver une façon d'appuyer la propriété collective. La consultation sur le territoire, je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler, n'est-ce pas? Mais juste vous dire quand même que c'est quelque chose d'assez important que le gouvernement a fait. En fait, depuis 1979, ça prenait du courage pour réouvrir cette loi-là, qui était comme une espèce de vache sacrée. Puis, je voulais juste vous dire, il y a beaucoup d'informations qui ont été mises sur la table par le ministère de l'Agriculture. Je n'ai pas le temps de tout vous présenter ce qu'il y a là-dedans, mais il y a deux affaires que je trouve importantes d'apporter à votre attention. Les superficies détenues, c'est dans le rapport du MAPAC, les superficies détenues par les grands producteurs agricoles, 350 propriétaires détenant de 512 à 693 hectares parce que ça a été fait sur 3 ans. En 2023, ces 350 propriétaires-là possédaient 405 000 hectares. 13 des superficies cultivées, c'est quand même assez appréciable. Et c'est une augmentation en termes de propriétés possédées de 50 Si on regarde de l'autre côté, les superficies détenues par les grands propriétaires non producteurs, ces grands propriétaires non producteurs possédaient 31 000 hectares, donc 1 des terres en culture, et cette propriété-là s'était accrue de 1 Donc, est-ce que ça a peut-être déjà été un facteur, la propriété des fonds d'investissement, mais aujourd'hui, d'après ces chiffres-là, ça n'en est pas un. Juste pour vous dire que dans la consultation nationale, on trouve qu'il manque beaucoup d'informations pour comprendre ce phénomène-là, du prix des terres, puis la possession des terres, puis on souhaite que de ça va découler aussi un effort supplémentaire pour recueillir l'information. On sait qui achète, qui vend, dans quel but, c'est quoi l'évolution de l'enfrichement, comment on remet en terre les cultures. Il y a un petit paragraphe que j'ai retenu. Les taux d'intérêt ainsi que le prix des produits issus de certaines cultures jouent un rôle majeur. Ça, moi, j'étais un peu déçu quand même de cette affirmation-là parce que ça voulait dire que dans la consultation actuellement, le prix des terres n'était pas bien compris, puis ce n'était pas une considération importante. Je ne dis pas que ça ne le deviendra pas, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Il y a une consultation là, qui s'est faite sur le projet de loi 86. Actuellement, le projet de loi 86 est en commission parlementaire. On fait la lecture par article. Il va y avoir des choses qui vont permettre l'amélioration de certains éléments. Il faut falloir attendre aussi les règlements. Il va falloir attendre aussi les budgets que le ministère de l'Agriculture va mettre à la mise en application de certaines de ces recommandations-là. Alors, c'est intéressant, mais on verra. Je n'ai pas le temps pour ça. La tendance lourde, la croissance des prix ne s'atténuera pas. Ça ici, c'est la terre, on l'achète pour toutes sortes de raisons, mais aussi, même quand on est agriculteur, comme une valeur refuge. On est passé de 33 de la valeur des actifs, des bilans, des fermes agricoles au Québec à 60 La valeur des terres représente 60 des... Et on peut considérer la terre comme un actif productif, mais un petit peu moins, pas mal, que c'était auparavant aussi, puisqu'elle ne permet pas de récupérer sa valeur agronomique. Malgré la hausse de l'endettement et la baisse du capital productif, notre système financier se porte bien. Ça, c'est un constat. Le modèle québécois offre un environnement d'affaires stable, sécuritaire et propice à l'endettement. Il y a des garanties, puis les institutions financières sont prêtes à prêter. La terre est une valeur refuge qui ne perd jamais de valeur. C'est quand même 10 par année d'appréciation. C'est sûr que si tu n'as pas besoin de ton cash tout de suite, ça va bien. Mais la déconnexion entre la valeur agronomique et la valeur marchande s'accroît. Donc, il y a moins d'actifs productifs sur les fermes. Il y a une hausse de l'endettement, il y a une fuite des capitaux. Quand tu payes des intérêts, c'est des capitaux qui ne servent pas à améliorer ta ferme. Puis, évidemment, ça cause des difficultés pour s'établir, particulièrement pour les non-apparentés. Il y a aussi l'acquisition stratégique des grands acheteurs. 5 minutes. Je n'ai pas atteint solution encore. Bon, je vais passer celle-là.
OK, bon, je veux juste passer quand même celle-là rapidement. Mais les agriculteurs alimentent eux-mêmes la flambée des prix, puis c'est parce qu'il y a toujours une bonne raison pour acheter le voisin, acheter une terre du voisin, puis à la limite, moi, on peut pas reprocher ça de faire ça, là. La seule question, c'est jusqu'où ça peut aller un système comme ça. Moi, c'est la question que je me pose. On est rendu peut-être proche d'un point de rupture. Il y a le phénomène des grands acheteurs aussi, qui est le troisième picot. Là. Les grands acheteurs de terre sont aussi des agriculteurs qui bénéficient aussi d'économies d'échelle, des structures administratives, d'un bilan financier solide. C'est des agriculteurs complets, là, vous savez. Là. Ils ont des menuisiers, ils ont des comptables, ils ont des avocats, ils ont des notaires. Puis, quand ils se présentent, mettons, dans une certaine région, puis qu'un agriculteur n'a pas prévu sa relève, puis qu'il veut se débarrasser de sa terre au plus vite, bien, c'est probablement la solution la plus facile. Puis, on ne peut pas en vouloir complètement à Mario Côté. Il rend service à ce producteur-là. C'est plutôt la question, pourquoi ce producteur-là n'a pas une alternative? Il n'a pas préparé sa relève. Mais il me semble que collectivement, on devrait pouvoir offrir une alternative à ça. Donc, notre système financier est construit pour supporter les entreprises gagnantes. C'est la logique là, des financiers. Les fermes les plus efficaces ont encore une bonne capacité d'emprunt. Les agriculteurs, pour la grande majorité, veulent encore être propriétaires de la ferme. Ils vont continuer à avoir du financement pour le faire. Il n'y a pas de problème à court terme. Puis, si on ne soulève pas plus cette question-là, si ce n'est pas brisé, on ne le change pas. Des pistes de solutions. Des pistes de solutions. Moi, là, ça, c'est le premier. Quand j'étais conseiller en gestion en 1981-82, j'écrivais ça. Puis c'est encore la même affaire. T'sais, la première chose, là, c'est d'être le plus propriétaire de sa propre terre, de sa propre entreprise, puis de prendre tous les moyens pour être le plus autonome possible, le plus indépendant possible. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas sa job à faire, mais ça veut dire surtout qu'il faut faire tout ce qu'on a à faire sur son entreprise. Moi, j'aime bien ça. Moins de HP par hectare, mais ça, écoute, les tracteurs, moi, quand je suis arrivé en 1983. Aujourd'hui, écoute, je vois un agriculteur encore, là, qui, comment il s'appelle? M. Caplette, qui fait, c'est un plaisir à aller montrer des vers à sa relève, le nombre de vers qu'il y a dans son corps et de terre. Non, mais pourquoi on ne valorise pas plus le nombre de vers que dans ta terre agricole que la grosseur de ton tracteur? Bon, je perds du temps. Là. Moins de travail, moins d'endettement, moins d'exposition aux fluctuations du marché, gestion des risques, la santé des sols, la protection du patrimoine biologique. Il y a de l'ouvrage là-dedans en masse. Puis une satisfaction de se sentir en contrôle. Agir aussi quotidiennement ensemble dans ce que vous faites collectivement, là, dans des réseaux de réseaux de transmission de savoir, l'innovation. Il faut pouvoir continuer à améliorer, innover pour réduire les coûts de production puis faire mieux. Ça prend des appuis professionnels, ça prend du partage du savoir, puis il faut mieux comprendre aussi. Là. Des solutions faciles au prix des terres, ceux qui disent qu'ils en ont, ce n'est pas vrai. Donc, il faut continuer à réfléchir là-dessus puis à comprendre pour pouvoir, après ça, agir dessus. Puis les solutions, pour moi, là, de mon historique, là, appartiennent aux agriculteurs d'abord et à leurs partenaires. Bon, ma marotte de la solution 2, c'est la propriété collective. Retrouver la valeur agronomique par la propriété collective. Bon, j'ai l'exemple des FUSA, mais c'est pour être l'exemple de toutes les initiatives de propriété collective, des OBNL, des coopératives ou n'importe quoi. Une FUSA, ça permet de cadenasser juridiquement à perpétuité la vocation agricole des terres, favoriser l'émergence de nouveaux modèles, offrir une opportunité d'encourager des techniques de production favorisant la préservation du patrimoine, proposer une alternative d'accès à la terre, à une partie de la relève appuyant le développement de certaines productions. Les FUSA, actuellement, c'est plutôt marginal. Là. Il y a 2 organismes qui en font des FUSA, qui font la promotion, qui appuient les FUSA, Protecterre, 9 FUSA, 285 hectares, UPA Fonds d'Action. Juste comprendre, par exemple, que
pas sûr qu'on a tous les moyens, que vous avez tous les moyens pour créer ces structures ou ces initiatives collectives-là. Qu'est-ce que ça coûte une FUSA? Il faut d'abord acquérir la terre à valeur marchande. Des donateurs, là, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Puis en général, ils veulent avoir des dons, mais avec une exemption fiscale, ça serait mieux. Ça prend une expertise spécialisée aussi. Là. Il faut les entretenir, ces terres-là. Il faut faire des travaux. Il faut s'assurer de l'amélioration de la biodiversité. Ça prend du soutien aussi c'est des organisations collectives, ça prend du soutien pour le financement, la gestion, puis le développement de ces structures-là. C'est quoi qu'on a comme revenu? Bien, le revenu, en principe, là, on ne devrait pas penser avoir un revenu plus élevé que le prix de la location de la terre à la valeur agronomique. Puis encore là, quand on commence à produire la valeur agronomique, c'est de la peau, là. Fait qu'à la limite, c'est la valeur agronomique en s'en allant vers la valeur économique. Oui, il peut y avoir de la philanthropie, il peut y avoir des appuis du milieu, le monde municipal, c'est possible, mais surtout, c'est que ça va prendre des mesures fiscales, puis ça va prendre une aide gouvernementale pour appuyer la création de ce genre d'alternatives. Comme je l'ai dit tantôt, ça pourrait être une alternative à l'agriculture de capitaux. Là, je vous ai parlé du cas de Mario. Retrouver la valeur économique par la propriété, les conditions essentielles. Puis là, je ne suis pas dans la mécanique de comment on va faire ça, là, mais l'agriculture, c'est un métier qui est risqué. Le coût de la location doit en tenir compte. Il faut faire attention dans ces organisations-là. Il ne faut pas être trop optimiste sur le coût de location qu'on est capable de charger, surtout au début. Ça prend de l'expertise, de l'appui à la gestion, puis ça ne doit pas être sous-estimé. Les agriculteurs doivent se concentrer sur leur métier, puis l'incontournable question de couvrir les coûts, c'est fondamental. Retrouver la valeur agronomique par la propriété collective en collaboration avec le monde municipal, ça m'a été posé la question. La réponse, c'est oui. Mais dans la mesure où on trouve une façon avec eux de cadenasser à perpétuité la vocation agricole des terres. Ce n'est pas juste on met des terres de côté en attendant puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui est élu qui va devenir proche des entrepreneurs, puis il n'y aura plus les mêmes affaires. C'est important, à un moment donné, que la terre soit cadenassée, puis qu'elle soit dédiée à l'agriculture à perpétuité. Il y a un pouvoir accru il pourrait avoir un pouvoir accru, là, je ne vais pas dans le détail de ça, mais il pourrait avoir un pouvoir accru pour les municipalités, ça existe. Si en particulier tu fais bien tes devoirs, comme ton PDCA, tes consultations, etc. Mais il faut prévoir aussi, on revient toujours à la même affaire, 2 minutes. À prévoir, toujours, ça prend du financement. Il faut que quelqu'un assume des risques financiers. Ça prend quelqu'un qui va assumer une partie des coûts d'opération. Ça prend un mode d'attribution, qui va cultiver, puis comment on l'attribue, puis qui va gérer les actifs. Donc, puis il y a toujours la même question de toute façon, ça prend de l'argent pour faire ça. J'avais fait une comparaison entre le fonds d'investissement puis FUSA, mais vous avez compris que le fonds d'investissement, ce n'est pas une alternative. Je termine en disant que dans une perspective plus globale, c'est sûr que cette spirale inflationniste là, de la taille des terres, puis de la financiarisation des entreprises agricoles, on est peut-être à un moment un peu charnière de ça. Puis en même temps qu'on a bâti nos politiques puis nos organisations sur une vision de ferme familiale à dimension humaine, etc., ça serait le temps de questionner encore, est-ce que les outils qu'on utilise actuellement sont à la hauteur de ces aspirations-là? Bon, je ne peux pas m'empêcher, c'est un peu éditorial, mon affaire, m'excuse. Construire pour l'avenir, selon moi, c'est accroître l'accessibilité à des terres plus abordables. C'est incontournable, ce n'est pas le cas. Il faut mieux appuyer la relève non apparentée. Il faut réduire l'endettement des entreprises. Il faut mieux adapter les productions émergentes, appuyer les productions émergentes, innovantes, qui répondent à de nouvelles opportunités de marché. Bon, par rapport aussi à la question là, de l'amélioration de la qualité des sols en particulier, là, passer d'un pad traditionnel comme on a actuellement, c'est bon, c'est vraiment une bonne étape, mais il faut s'en aller aussi vers des améliorations mesurables. Qu'est-ce que ça va donner concrètement? Investir dans la propriété collective. Je conclus. La consultation du ministre était un exercice nécessaire et courageux.
La 86 est un bon pas à poursuivre. Peu d'impact sur le prix des terres et l'accaparement. Plusieurs facteurs, plusieurs solutions pour atténuer. Continuons à chercher. Des impacts majeurs sur notre modèle d'agriculture, cette hausse effrénée du prix des terres, plus qu'on pense, mais le système peut encore s'en accommoder, ce qui est un peu inquiétant. Et l'actualité risque de nous amener ailleurs. C'est une préoccupation aujourd'hui, mais ça se peut bien qu'on oublie ça encore pour quelques années. Voilà. Merci beaucoup, M. Larose. On a du temps pour quelques questions. On va dire une couple de questions. Christian Legault ici. Oui. Oui, merci pour votre présentation. Là, je vais parler en mon nom personnel. Je suis fiduciaire d'une nouvelle FUSA en cours de création à Sherbrooke et on travaille avec Protectaire. Donc, j'étais personnellement intéressé par tout ce que vous avez dit parce qu'on est dans le cœur du processus. D'ici 2-3 mois, on devra avoir les actes notariés finis. Et après va venir la grande étape d'acquisition du terrain. On a la chance d'avoir un propriétaire qui va léguer à moins de 50% de la valeur marchande le terrain à la FUSA. Mais comme autre problématique qui apparaît aussi, c'est trouver de la relève motivée qui s'engage sur le long terme dans un projet comme ça. Et pour nous, la solution d'une coopérative agricole est quelque chose qu'on regarde vraiment avec attention, ce qui permettrait de donner une permanence à la ferme et de faire en sorte que si les gérants ou les producteurs décident de s'en aller, à ce moment-là, la perpétuité est encore plus garantie à travers ce processus-là. Il y a 1001 questions par rapport à ça. C'est fantastique. Puis définitivement que la FUSA est une voie intéressante pour l'avenir de l'agriculture. D'autant plus que la relève par rapport au nombre de personnes qui s'en vont en retraite dans les prochaines années, c'est majeur. C'est absolument majeur. Le nombre d'entreprises qui vont se retrouver sans propriétaire potentiel. Il n'y a pas de question. Moi, je trouve votre commentaire est très intéressant, puis ça explique ma prudence sur les solutions. C'est le travail qu'on fait actuellement là, sur la pérennité là, des FUSA, c'est un peu d'essayer de voir comment on peut construire quelque chose qui va permettre de rendre périn et plus facile. Puis ce que vous dites, dans le fond, là, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule éprouvée, c'est nouveau, là. Mais ce que vous dites, par exemple, de former une coopérative, par exemple, sur certains aspects de besoins de la FUSA, puis en même temps d'avoir une structure qui a un caractère un petit peu plus organisé pour l'acquisition des terres, par exemple, là. Puis qui permet jusqu'à un certain point, si tu as des exemptions fiscales ou si tu as encore des aides gouvernementales, d'avoir une organisation qui est plus spécialisée là-dedans, qui rend des services aussi à des FUSA. Il y a toutes sortes de choses là, qui sont bien embryonnaires, mais ce que vous témoignez, c'est... Cette pérennité-là aussi, nous, on a identifié qu'elle serait très grande si on permettait d'autres usages que l'usage agricole sans que ça rentre en conflit avec l'usage agricole. Donc, on parle vraiment d'hébergement, tentes, baignade. Il y a un paquet de projets qui, eux, amèneraient une rentabilité, mais qui sont incompatibles avec certaines lois et usages permis. Mathieu, une question? Oui, je vais faire ça rapidement. Nous, on est situé à 30 minutes du centre-ville de Montréal. L'entrepôt Amazon dont vous parliez, c'est notre voisin. Lors du transfert de notre ferme, on a contemplé longtemps l'idée de la fiducie d'utilité sociale là, pour essayer de un peu stopper là, cette expansion là, urbaine. On a rencontré quand même 2 problèmes majeurs là, chez nous. Ça nous privait d'un levier financier important au niveau des garanties de prêt. Puis, la fiscalité n'était pas vraiment adaptée non plus.
Puis, à un moment donné, on est venu à se dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin? T'sais, pourquoi est-ce qu'on doit aller aussi loin pour protéger nos terres agricoles? Pourquoi est-ce que la réglementation, pourquoi est-ce que la législation n'est pas faite en sorte qu'on n'a pas besoin de faire ça là, au final? Là, fait que c'était beaucoup de sacrifices, moi, je trouve, pour notre entreprise. Si le gouvernement faisait sa job, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, c'est ma boutade là, du patrimoine biologique, elle venait là-dessus. Là, on ne devrait pas être obligé de se battre pour ça. Là. Et puis, il existe, en plus, là, on a mis en place des outils de planification territoriale. À Montréal, il y a la CMM. Puis la CMM, là, tout le schéma, tu dois être au courant de ça très bien aussi. Là. Il y avait un paquet d'alternatives là, pour installer cet entrepôt-là. Là. Le gouvernement a choisi, c'est le Conseil des ministres là, qui a choisi ça. Là. Fait que malgré ça, là, malgré la loi, là, le Conseil des ministres est capable de passer par-dessus la loi pour faire ça. Tu as raison aussi. À un moment donné, si on n'est pas capable, nous, là, de se faire respecter, de se faire entendre, il y a toujours une limite à se battre tout le temps. Là. Alors, écoute, c'est... mais ça, là, regarde, l'agriculture, c'est pour ça que je dis, là, le ministre a eu vraiment du culot de faire ce qu'il a fait. Puis, tu sais, l'agriculture, puis là, écoute, les médias se sont mis à se préoccuper de ça, ils suivent ça. Puis si à un moment donné, on ne lève pas la main là, à toutes les 2-3 semaines, hey, on est là, ils nous oublient. Là. Fait que c'est un défi, puis un travail de tous les jours, de rappeler ça, de rappeler ça, puis de rappeler ça. Puis à un moment donné, mais peut-être qu'ils vont être plus gênés de faire ce qu'ils font. Là. Merci beaucoup, M. Larose. C'est ironique, hein, parce que c'est la dernière journée de l'étude en commission parlementaire, article par article. C'est aujourd'hui la loi qui vise à assurer la pérennité du territoire agricole et de la vitalité. Fait que vous étiez coordonnés.